I would like to give you a very warm welcome indeed to Eurosatory 2022 live demonstration. In a few moments' time, we're going to be seeing live demonstrations from some of the exhibitors here at Eurosatory. And at the end, you will have the opportunity to make your way down to the showground and take a closer look at the different vehicles and equipment. So, ladies and gentlemen, sit back and enjoy the show. First up, we have Arcus with two vehicles from the Arcus range. Now, the first vehicle on the terrain is the VLRA2. Let's have a look at the VLRA2 that goes down the holes. Now, the VLRA2 is the new version of the mythical VLRA. It's a technical and logistical vehicle which has served in armies pretty much all over the world for about the last 50 years, notably for the French Marines, the Foreign Legion and the Special Forces. Now, this tactical vehicle presents excellent off-road capabilities, as we're going to see in a few seconds' time. Handle inclines of 60%, and also we're going to have a look now, it can deal with camber of 30%. Let's have a look how it negotiates this delicate corner. No problem at all. As I said, yes, camber of 30%. Its off-road profile enables it to clear steps of 400 millimeters. And ladies and gentlemen, something's happening. The VLRA2 has come under fire. The VLRA2 has come under fire from some aggressors on board a jeep. Now, one of the passengers aboard the VLRA2 has been injured by gunfire. The injured person needs to be evacuated as quickly as possible. Thanks to its top speed of 110 kilometers per hour, the VLRA2 is able to escape. The driver rapidly makes contact with the nearby first aid post. Ladies and gentlemen, help has arrived in the form of the Sherpa ambulance. Now, the Sherpa ambulance is part of the Sherpa Light range of tactical vehicles. This 4x4 family of vehicles has been developed in multiple formats and configurations. In response to the operational needs of Arcus clients, the Sherpa you see before you today is its ambulance configuration, consisting of 2 people in front, 2 medical staff in the rear, and 2 injured people, together with the necessary equipment for emergency treatment. And with its large internal volume, it can also be equipped with an CBRAN protection system. So, the Sherpa ambulance is a true reference point in terms of protection and mobility. And in terms of their sales of the Sherpa Light have reached around 1,200 vehicles on all the different continents. In France, it's used to equip the GIGN Armed Intervention Unit and the Special Forces. As the Sherpa Light makes its way down a rather steep hill on the left-hand side, let's have a talk about its engine capacities. It weighs in with a GPW of 11.5 tons, and the Sherpa Light has an automatic gearbox. Let's watch how it navigates the boulders. No problem at all. Now that's a maximum camber facility of around 40 degrees, and it can go up slopes of 60%, and it can handle ditches of 900 millimeters.
And in terms of its motor capacities, it can be equipped with either 215 horsepower or 260 horsepower engines. Similar to the other vehicle, it's got a top speed of 110 kilometers per hour. And the Sherpa light is protected against ballistic attacks and mines according to STANAG 4569 standards, thereby ensuring the safety of those inside on the battlefield. It's extremely mobile, as we're going to see now. So to ease both in off-road and urban environments. And you also might like to know that this vehicle is aero-transportable and can be rapidly deployed in operating theatres. The Sherpa family is composed of different models such as the Sherpa Light Scout, the Sherpa Light APC, and the Sabre, specially designed for Special Forces use. So now the two vehicles from Argos are going to make their way in front of us. On the right hand side, the white vehicle, the VLRA2, and on the left hand side, the Sherpa ambulance. So I think a big thanks is in order for the Argos range of vehicles. And next up on the terrain, we're going to be seeing a demonstration from TSD International. Now this rather impressive vehicle you can see on the horizon is the Ibero. Gently does it. Now just as the Ibero is making its way down the hill, it's making its way very slowly and delicately thanks to its wheel retention system, automatic wheel retention system, which allows it to manoeuvre in very slippery conditions. Now the Ibero is an APC tactical vehicle manufactured to face a wide variety of scenarios around the world. Let's talk a bit about the company, TSD, Technology and Security Developments. They've got more than 30 years of experience. They're based in Spain and they've become a world leader in the design and manufacture of vehicles, special vehicles and bespoke projects. Let's have a look at the Ibero that's its way over the rocks. Okay, so it's found its own way of going over the rocks. Now, they are specialists, TSD are specialists in providing solutions to the needs of organizations, companies and individuals around the world by integrating the most advanced knowledge in materials and technology and always involving the end user in the whole process. Their products are focused on the defense sector, include, in addition to the Ibero vehicle we can see before us, is the specialized military bodyworks, command posts, border control and surveillance vehicles, shelters, and customized armored vehicles. They're present in around 80 countries around the world, and they accompany the customer at every stage of the product's lifestyle. Let's have a quick look at the vehicle's technical capacities. Indeed, ladies and gentlemen, no problem at all for the Ibero. It has a maximum lateral inclination of 40% and power climb ramps greater than 60%, with an inclination of more than 31%. And of course, all this is due to its 4x4 traction with independent locking of the 3 differentials. It's also got a TPMS tire pressure monitoring system, which enables to independently configure each wheel from the inside according to the different terrain. It also has a run flat system on all its wheels. And the vehicle we can see in front of us is the Ibero SMB20. It's got a very high towing capacity and operation both in hot and cold extremes. Obviously it's armoured to standard 4569 regulations. Next up, ladies and gentlemen, we're going to be seeing a demonstration from Icarus Swarms. Now for Icarus Swarms, I'd like you to take your attention to the skies, because Icarus Swarms is a French startup company specialising in mini drone swarms. Now they're a 100% French solution based on Harrop drones,
And the speciality of Icarus Swarms, which is based in Bordeaux, is to provide drone kits that are stored in suitcases, as we can see on the screen there. Now, the advantage of mini drone swarms is that they're very easy to deploy and operable in less than 3 minutes. They are discreet, can operate without radio communications, are fault tolerant, and in some cases they can even operate without a GPS signal. Now, in today's scenario, the commanding officer has decided to deploy the drone swarm in order to obtain surveillance information. So we can now see the 4 drones starting to survey the area. What they're actually doing is they are positioning themselves in the corner of the zone that will be analysed. Obviously they're programmed to detect personnel, vehicles, etc. Now, in the field they can survey up to hundreds of hectares of area and ground. It looks as if they're honing in on what they've seen now, ladies and gentlemen. So what they're doing is they're adapting their trajectory to analyse the threat better. And when there are a lot of them in the field, they split up into multiple groups. It looks as if they have identified the target, identified the suspect activity. So the scouting mission is over and the drones are able to return. Now, as I said, they're able to be deployed in less than 3 minutes. And these kits contain everything needed to operate swarms of 5 to 20 drones with only one single operator. That's where we get the swarm concept from. So that's a big thanks for the swarms from Icarus. Next up, ladies and gentlemen, Milrem Robotics. Now take your attention to the left-hand side of the terrain for the Themis. Now, the Themis is an unmanned ground vehicle from the leading robotics and manufacturer autonomous systems developer, Milrem Robotics. Here, the Themis is in its combat variant. The Themis is a tactical, modular and multi-purpose hybrid diesel and electrical UGV that can be equipped with a wide variety of payloads. The Themis can be remote controlled in direct view, as we're seeing here, but also beyond line of sight. It is also equipped with the MIFK Autonomous Mobility Kit, allowing follow me and waypoint navigation mode, obstacle detection and avoidance, return to the base, and of course mission planning. Something is happening on the top of the hill. Scenario today. In our scenario today, the Themis arrived, following autonomously its operator, and was then remote controlled beyond the line of sight to check out the presence of a suspicious area. Let's have a quick look at the weapon itself, the turret itself. The Defender Medium remote weapon station that is presented to you is part of the Defender family of remote weapon stations from Herstal that also include a light version for land platforms and a maritime version called Sea Defender for naval platforms. Here comes the operator now on the left-hand side. We can have a closer look at the turret itself. The Defender is highly modular and customizable. It accepts various armament types such as the combat-proven .50 caliber FN machine gun that is shown here today. It can also integrate the 7.62 FN mag, or the .50 caliber machine gun. That is an FN Herstal exclusivity. It can also be equipped with other items such as smoke grenade launchers, a 30 by 113mm cannon, guided rocket launcher and or medium-range missiles. Now, thousands of the Defender remote weapon stations are in service
under the major camo contract for the French and Belgian land forces. Next up, ladies and gentlemen, we turn our attention to IAG. Vehicle that we're going to be seeing in a few seconds time here it is on the screens, is its Guardian Extreme Mine Resistance Ambush Protected Vehicle. Now as the Guardian Extreme makes its way down the slope, let's talk a little bit about itself, about IAG themselves. IAG, International Armoured Group, is one of the world's largest privately owned armoured vehicles manufacturer, with over 25 years of experience, specialising in the fields of design, engineering and manufacture of armoured commercial and tactical vehicles. A few examples such as the mine-resistant ambush protected vehicles, the MRAPs, the armoured personnel carriers, or the APCs, and the infantry fighting vehicles, as well of course as police and civilian armed vehicles. IAG also manufactures armoured components and ballistic glass and framing systems. They're located on all continents with a combined production capacity of 350 vehicles per month. IAG is able to fulfill even the most demanding orders with short delivery timelines. Now, as the Guardian makes its way down the very steep slope on the left-hand side, let's talk a little bit more about the vehicle itself. The vehicle is designed according to standard 4569 certification for ballistic protection and of course for mine protection. The Guardian Extreme is available in a 4x4 configuration, and this vehicle has a V-hull shaped floor, which very simply provides it with superior blast protection. It is specifically designed to meet combat, technical and surveillance missions and can quickly respond to remote area threats due to its high maneuverability, as we're seeing today, and power to weight ratio. Now we can't see inside, but inside you can sit up to 10 fully geared infantry personnel, and it's equipped with military grade certified blast attenuation seats. In terms of its suspension, it's got a 5-link suspension system. Let's have a look at its capacities as it blasts its way across the terrain. The Guardian Extreme MRAP that we can see today is equipped with a powerful turbocharged diesel engine, but it can be available in 3 different options, with a 6.7 litre V8 twin turbo diesel engine, or the 2 petrol engines are the 6.2 litre V8 engine, 6.8 litre. Next up, ladies and gentlemen, we are coming to Tecnam. Now, Tecnam are going to be showing us 2 vehicles today. On the right-hand side, we have the smaller vehicle, the Fennec. Now, the Fennec from Tecnam is a vehicle based on the world-famous Suzuki Jimny. The Fennec is a quick intervention vehicle, a recognition vehicle or intelligence vehicle, and the Fennec allies slyness, discreetness, as well as astonishing speed and crossing capabilities. The Fennec stems from a 4x4 commercial vehicle, which means that its maintenance operations and parts availability are extremely easy and economic. Now, ladies and gentlemen, let's turn our attention to the larger vehicle, the Mastech 6x6. Now, the Mastech 6x6 vehicle is based on a Toyota Land Cruiser 79 vehicle, well known for its reliability, ruggedness, cruising capabilities, and easy maintenance. Let's have a look as it gently makes its way down that very steep slope. Gently does it. Whoops. Now, the Tecnam transforms the 4x4 vehicle into a 6x6 vehicle, adding a powered axle and all 3 axles having differential locks,
which upgrades the already brilliant crossing capabilities and raises its gross vehicle weight of the vehicle up to 8 tons. Now, let's have a look how the Mastech navigates its way over the boulders. Okay. Well, it seems like we don't even need the driver. Now, ladies and gentlemen, the vehicle width being less than 2 meters, the vehicle has outstanding maneuverability, especially in constrained areas and urban zones. Technam upgrades the very reliable engine from 130 horsepower to 200 horsepower, allowing the vehicle to reach speeds of up to 120 kilometers per hour, and it's got a very heavy-duty clutch and suspension system, giving the vehicle the best off-road capabilities. There's the two vehicles from Technam lined up in front of us, the Fennec on the left and the Mastech 6x6 on the right. And as the two vehicles from Technam make their way off the terrain, we're going to be seeing a demonstration from Vidéos. Now, last but certainly not least, we're going to be seeing the Sentinel from Vidéos. Now, the Sentinel is a firefighting airport 6x6 vehicle designed and manufactured by Vidéos, the leading French manufacturer of firefighting equipment and a first supplier to the French Army. Now, ladies and gentlemen, you might like to know that this huge vehicle can accelerate from 0 to 80 kilometers per hour in just 27 seconds. And it's got a top speed of around 115 kilometers per hour. The vehicle we're seeing before us today is the flagship of the airport Sentinel range of 4x4 and 8x8 vehicles with a capacity of between 4,000 and 16,000 litres. It's equipped with an automatic transmission with torque converter, and this vehicle complies with international regulations, with standard regulations and the requirements of the specific destination countries. As the vehicle stops on the crest of the hill, we're going to have a look at its water cannon capabilities. All the firefighting components are designed and manufactured by Vidéos. Now, the monitor itself has a range of 100 meters and a flow of 6,000 liters per minute. Now, once the mist has disappeared, we might be able to have a look on the screens. The pump itself is powered by a bronze pump with a capacity of 7,200 litres per minute, which is powered by the power divider. All the firefighting equipment is controlled from the cab via the Vidéos firefighting control panel, which is directly accessible with the same ergonomics for the driver and for the passenger. Now, as Vidéos themselves design and manufacture the firefighting components, and also because the vehicle is manufactured on an international chassis, sustainability of the vehicle is guaranteed. Now the vehicle is in its auto protection mode. So, as the pump is powered via the power divider, it allows to use all the interaction with the vehicle running forward, stopping or reversing as it's doing now. And the amazing thing is that all these different maneuvers don't disturb its efficiency. The flow of the cannons do not undergo any variation. Obviously the vehicle is capable of using torque cannons while it's moving with the pump and roll function, but that's not possible today here on the showground. It's got a very wide and rigid chassis, and the positioning of the suspension over the wheels and optimised centre of gravity give it excellent off-road performances. Ladies and gentlemen, that brings today's demonstration to a close. Et les évolutions technologiques n'ont pas rendu l'affrontement au sol accessoire. L'environnement terrestre est le milieu de vie.
celui de l'enjeu des conflits et de la décision, celui dans lequel opère l'armée de terre. Face à cela, l'armée de terre se veut efficace dans tous les champs de la conflictualité et dans tous les milieux où elle est appelée à opérer. Elle entame une modernisation qui touche tous les segments, petits matériels, drones, blindés et hélicoptères, pour ne citer que. Le scénario choisi pourrait s'inspirer d'événements proches dans le temps et dans l'espace afin d'illustrer l'engagement majeur. Ainsi, cela fait plusieurs mois que la petite république indépendante de Savoisie est le théâtre d'affrontements violents depuis son invasion par l'État de Mercury sous régime dictatorial. Ce dernier, profitant des troubles communautaires engendrés par les difficultés économiques issues de la pandémie, a prétexté la protection de sa minorité ethnique présente chez son voisin pour lancer une offensive en novembre 2021. L'intervention de la France et de ses alliés sous mandat de l'ONU a permis de stopper la progression de l'agresseur et de le repousser vers ses frontières. Mais il laisse derrière lui un spectacle de désolation, ravageant les villes sur son passage et commettant de nombreuses exactions contre la population civile, provoquant son exode. L'armée de terre est l'armée de tous les milieux. Grâce à ses équipements, elle peut et doit opérer dans les zones les plus hostiles, allant des airs aux milieux aquatiques, de la montagne aux déserts en passant par la jungle, sans oublier les zones urbaines au sein même des populations. Les conflits récents ont vu la montée en puissance des drones et de leurs effets sur les divers théâtres d'opération. L'armée de terre dispose de drones lui permettant d'observer sans être repéré et de compléter le renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions. Dans le cadre de sa modernisation, elle prévoit de s'équiper de 3000 drones à l'horizon 2023-2025. Le drone que vous voyez actuellement à l'écran est le système de mini-drone de renseignement ou SMDR qui permet d'obtenir du renseignement tactique en temps réel. Il opère depuis fin 2020 au sein de l'opération Barkhane. À terme, l'armée de terre disposera aussi du système de drone tactique Patroller, un drone de renseignement opératif permettant de renseigner, surveiller, éclairer et acquérir des cibles plus loin, de jour comme de nuit. Vient d'apparaître devant vous un drone Parrot Anafi en dotation dans l'armée de terre depuis 2021. Il équipe le commandement du renseignement et est actuellement projeté au sein de l'opération Barkhane. Permettant le renseignement en avant des troupes jusqu'à une distance de 4 km, il deviendra à terme le drone commun de toutes les unités de l'armée de terre. Pour confirmer et identifier précisément les objectifs ennemis repérés par le drone, l'armée de terre dispose de forces spéciales terre et d'un groupe commando parachutiste de la 11e brigade parachutiste qui maîtrise l'infiltration sous voile. Les FST représentent 80% des effectifs des forces spéciales des armées et sont déployés sur tous les théâtres d'opération. Sur l'écran, vous pouvez voir un saut opérationnel à grande hauteur, ou SOGH. Dès 2023, les FST seront équipés d'un nouvel équipement, le système de mise à terre des shooters OPS, qui regroupera toutes les fonctions nécessaires à un tel saut sous oxygène, suivi d'une phase d'infiltration sous voile ou d'un assaut vertical. L'armée de terre possède également des capacités d'infiltration dans les milieux extrêmes que sont la montagne et le milieu grand froid, grâce au groupe Commando Montagne de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Cette unité spécialisée dans le franchissement vertical dans les conditions estivales comme hivernales a également développé des savoir-faire en matière d'infiltration sous voile à l'aide de parapentes. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre au départ d'un sommet, mais également sur terrain plat, tiré par un véhicule pour permettre son décollage. Enfin, pour les milieux aquatiques et souterrains, l'armée de terre possède des moyens spécifiques dans ses unités du génie. Les plongeurs de combat du génie ont pour principale mission le minage et le déminage, la reconnaissance des berges en vue de franchissement et l'infiltration par réseau souterrain.
Mais revenons un instant sur les troupes aéroportées. L'A400M à l'écran est le vecteur de transport des troupes aéroportées. Il permet la livraison par air de vivres et de matériel. Il vient de larguer un fardier et un mortier de 120. En direction de mon bras, intéressant, début de itinéraire pas découvert, promotion en ligne, en avant. Apparaît maintenant derrière vous en haut de la tribune une équipe d'observateurs du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Elle va se poster pour observer les positions ennemies repérées par le drone. Vous pouvez voir arriver sur votre gauche l'arrivée du mortier de 120 dont vous avez vu le largage tout à l'heure. Il est tiré par son fardier, permettant de déployer rapidement une capacité d'infiltration par aérolargage ou poser l'assaut. Le fardier est le nouveau véhicule tout-terrain destiné aux forces spéciales et aux troupes aéroportées. Le mortier de 120, quant à lui, permet d'appuyer les unités au contact. Sa portée est de 8 km. Delta, mettre en place Delta. Char à l'arrêt. Delta en 1450. Unité 450. Séparatif 27 909. 27920. Séparatif 200 0200. Adieu proche. Distance 1500. Unité 500. Nous appelons aussitôt fait. Pareil. Ordinaire fait. Ou parmi. En fait, reçu. L'engagement simultané de plusieurs milliers d'hommes et de leurs équipements nécessite plusieurs niveaux de commandement, chacun répondant à une fonction précise et permettant de décider et de manœuvrer dans la complexité ou dans l'incertitude. La brigade interarmes ou BIA constitue la grande unité interarmes. Elle est chargée d'assurer le déploiement, puis l'agencement des unités subordonnées, ainsi que de concevoir et de coordonner les actions au contact, tout en synchronisant les effets dans sa zone d'action. Le chef d'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne va maintenant vous présenter la situation tactique. Donc face à nous se trouvent deux bataillons de la 34e brigade de montagne Mercury, qui, renseignés par leur compagnie de reconnaissance et par des miliciens estimés sur un volume de 100 pax, ont pour mission de nous freiner pour permettre à leur deuxième échelon de se réarticuler sur le plan de Dangerous afin de lancer une contre-offensive du sud-est vers le nord-ouest. La mission de la 27e brigade d'infanterie de montagne est de s'emparer d'un espace de manœuvre entre Digne et le lac de Sainte-Croix pour le 17, 8 heures. L'intention du général est de contrôler la zone est du lac de Sainte-Croix avec le volume d'un GTIA pour le 16, 18 heures. Pour cela, nous avons mené une reconnaissance offensive sur 2 fuseaux. Et les évolutions technologiques n'ont pas rendu l'affrontement au sol accessoire. L'environnement terrestre est le milieu de vie, celui de l'enjeu des conflits et de la décision, celui dans lequel opère l'armée de terre. Face à cela, l'armée de terre se veut efficace dans tous les champs de la conflictualité et dans tous les milieux où elle est appelée à opérer. Elle entame une modernisation qui touche tous les segments, petit matériel, drones, blindés et hélicoptères, pour ne citer que. Le scénario choisi pourrait s'inspirer d'événements proches dans le temps et dans l'espace afin d'illustrer l'engagement majeur. Ainsi, cela fait plusieurs mois que la petite république indépendante de Savoisie est le théâtre d'affrontements violents, depuis son invasion par l'État de Mercury sous régime dictatorial. Ce dernier, profitant des troubles communautaires engendrés par les difficultés économiques issues de la pandémie,
a prétexté la protection de sa minorité ethnique présente chez son voisin pour lancer une offensive en novembre 2021. L'intervention de la France et de ses alliés sous mandat de l'ONU a permis de stopper la progression de l'agresseur et de le repousser vers ses frontières. Mais il laisse derrière lui un spectacle de désolation, ravageant les villes sur son passage et commettant de nombreuses exactions contre la population civile, provoquant son exode. L'armée de terre est l'armée de tous les milieux. Grâce à ses équipements, elle peut et doit opérer dans les zones les plus hostiles, allant des airs aux milieux aquatiques, de la montagne aux déserts en passant par la jungle, sans oublier les zones urbaines au sein même des populations. Les conflits récents ont vu la montée en puissance des drones et de leurs effets sur les divers théâtres d'opération. L'armée de terre dispose de drones lui permettant d'observer sans être repéré et de compléter le renseignement nécessaire à l'exécution de ses missions. Dans le cadre de sa modernisation, elle prévoit de s'équiper de 3000 drones à l'horizon 2023-2025. Le drone que vous voyez actuellement à l'écran est le système de mini-drone de renseignement ou SMDR qui permet d'obtenir du renseignement tactique en temps réel. Il opère depuis fin 2020 au sein de l'opération Barkhane. À terme, l'armée de terre disposera aussi du système de drone tactique Patroller, un drone de renseignement opératif permettant de renseigner, surveiller, éclairer et acquérir des cibles plus loin, de jour comme de nuit. Vient d'apparaître devant vous un drone Parrot Anafi en dotation dans l'armée de terre depuis 2021. Il équipe le commandement du renseignement et est actuellement projeté au sein de l'opération Barkhane. Permettant le renseignement en avant des troupes jusqu'à une distance de 4 km, il deviendra à terme le drone commun de toutes les unités de l'armée de terre. Pour confirmer et identifier précisément les objectifs ennemis repérés par le drone, l'armée de terre dispose de forces spéciales terre et d'un groupe commando parachutiste de la 11e brigade parachutiste qui maîtrise l'infiltration sous voile. Les FST représentent 80% des effectifs des forces spéciales des armées et sont déployés sur tous les théâtres d'opération. Sur l'écran, vous pouvez voir un saut opérationnel à grande hauteur, ou SOGH. Dès 2023, les FST seront équipés d'un nouvel équipement, le système de mise à terre des shooters OPS, qui regroupera toutes les fonctions nécessaires à un tel saut sous oxygène, suivi d'une phase d'infiltration sous voile ou d'un assaut vertical. L'armée de terre possède également des capacités d'infiltration dans les milieux extrêmes que sont la montagne et le milieu grand froid, grâce au groupe Commando Montagne de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Cette unité spécialisée dans le franchissement vertical dans les conditions estivales comme hivernales a également développé des savoir-faire en matière d'infiltration sous voile à l'aide de parapentes. Ceux-ci peuvent être mis en œuvre au départ d'un sommet, mais également sur terrain plat, tiré par un véhicule pour permettre son décollage. Enfin, pour les milieux aquatiques et souterrains, l'armée de terre possède des moyens spécifiques dans ses unités du génie. Les plongeurs de combat du génie ont pour principale mission le minage et le déminage, la reconnaissance des berges en vue de franchissement et l'infiltration par réseau souterrain. Mais revenons un instant sur les troupes aéroportées. L'A400M à l'écran est le vecteur de transport des troupes aéroportées. Il permet la livraison par air de vivres et de matériel. Il vient de larguer un fardier et un mortier de 120. En direction de mon bras, moteur début, itinéraire pas découvert, promotion en ligne, en avant. Apparaît maintenant derrière vous, en haut de la tribune, une équipe d'observateurs du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Elle va se poster pour observer les positions ennemies repérées par le drone.
pouvez voir arriver sur votre gauche l'arrivée du mortier de 120 dont vous avez vu le largage tout à l'heure. Il est tiré par son fardier, permettant de déployer rapidement une capacité d'infiltration par aérolargage ou poser l'assaut. Le fardier est le nouveau véhicule tout-terrain destiné aux forces spéciales et aux troupes aéroportées. Le mortier de 120, quant à lui, permet d'appuyer les unités au contact. Sa portée est de 8 km. Delta, Delta, char à l'arrêt. Delta en 1450. Unité 450. Séparatif 27 909. 27920. Séparatif 200 0200. Avis le plus proche. Distance 1500. Unité 500. Dans la ballon aussitôt fait. Pareil. Ordinateur fait. Ou parmi. En fait, oui. L'engagement simultané de plusieurs milliers d'hommes et de leurs équipements nécessite plusieurs niveaux de commandement, chacun répondant à une fonction précise et permettant de décider et de manœuvrer dans la complexité ou dans l'incertitude. La brigade interarmes ou BIA constitue la grande unité interarmes. Elle est chargée d'assurer le déploiement, puis l'agencement des unités subordonnées, ainsi que de concevoir et de coordonner les actions au contact, tout en synchronisant les effets dans sa zone d'action. Le chef d'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne va maintenant vous présenter la situation tactique. Donc face à nous se trouvent deux bataillons de la 34e brigade de montagne Mercury, qui, renseignés par leur compagnie de reconnaissance et par des miliciens estimés sur un volume de 100 pax, ont pour mission de nous freiner pour permettre à leur deuxième échelon de se réarticuler sur le plan de Dangerous afin de lancer une contre-offensive du sud-est vers le nord-ouest. La mission de la 27e brigade d'infanterie de montagne est de s'emparer d'un espace de manœuvre entre Digne et le lac de Sainte-Croix pour le 17, 8 heures. L'intention du général est de contrôler la zone est du lac de Sainte-Croix avec le volume d'un GTIA pour le 16, 18 heures. Pour cela, nous avons mené une reconnaissance offensive sur deux fuseaux. La position ennemie. L'armée de terre dispose de 64 canons César, dont certains sont prépositionnés en République de Côte d'Ivoire et à Djibouti. Le canon César a une portée de 38 km et peut tirer 6 obus en moins de 2 minutes avant de changer de position pour éviter les tirs de riposte. Pendant l'opération Chamal, ce sont environ 10 000 obus, soit la capacité de chargement de 16 A400M, qui ont été tirés entre 2017 et 2019. Le transport de ces munitions nécessite des moyens logistiques conséquents, dont l'armée de terre s'est dotée avec ses porteurs polyvalents terrestres. Un PP-Log peut transporter 120 obus. Grâce au SMDR, le GTIA a repéré un PC ennemi. Il va pouvoir demander sa destruction par un tir d'artillerie précis au moyen d'un LRU. Demande destruction du PC ennemi par tir LRU.
Le lance-roquette unitaire fournit une capacité de frappe de précision subdécamétrique à longue distance jusqu'à 84 km avec des effets collatéraux maîtrisés. Cette précision fait qu'il est parfaitement adapté aux engagements actuels et a été engagé à Barkhane en 2016. Vous voyez maintenant apparaître sur votre gauche le griffon EPC du commandant d'unité. Le commandant d'unité dispose dans son griffon de radio pour communiquer sur deux réseaux. Le réseau haut vers ses chefs pour les ordres et les comptes rendus et le réseau bas vers ses sections pour coordonner la manœuvre. Aujourd'hui, la communication entre l'équipage du Tigre et l'équipage du Leclerc se fait grâce à séquences et citalat. À l'horizon 2025, l'armée de terre entrera pleinement dans le combat collaboratif et les échanges d'informations seront assurés grâce à séquences et séquences-alat. Ce système d'information avec les forces au sol. Le Standard 3, développé en coopération entre la France et l'Espagne, remplacera progressivement le standard actuel à compter de 2028. Il sera équipé de missiles haut de trame MHT en lieu et place du Hellfire actuel. Un groupe anti-char équipé d'un poste de tir de missile moyenne portée. Le VBCI est lui aussi adapté à l'engagement majeur. Particulièrement protégé et disposant d'une forte autonomie, il permet le débarquement du personnel au plus près de l'objectif et lui fournit un appui avec son armement de bord, un canon de 25. Le VBCI a été déployé au Mali lors de l'opération Serval ainsi qu'en Estonie dans le cadre de l'EFP. Son intégration dans Scorpion et sa mise à niveau pour un engagement en haute intensité seront réalisées dans le cadre de la rénovation MIVI prévue. Et l'aisance du combattant. La structure modulaire balistique est un gilet de protection balistique dont l'ergonomie et le poids sont optimisés. Le fusil d'assaut HK416F et le pistolet semi-automatique Glock 17FR offrent une meilleure précision aux combattants. Les jumelles de vision nocturne Onyx permettent l'observation par les nuits les plus. Reconnaissance drone effectuée, suspicion lyonnais à l'intérieur du bâtiment, demande l'avis du génie. 30 reçu, 70 pour vous, levé de doute, sont lyonnais. 52 adressés. Vous voyez maintenant arriver devant vous un VAB Génie Ultima. Le véhicule de l'avant blindé est un véhicule de transport de troupes équipant les unités d'infanterie et de génie depuis maintenant plus de 40 ans. Il sera totalement remplacé par le Griffon à l'horizon 2030. Vous pouvez voir débarquer du VAB une équipe FOSS pour fouille opérationnelle spécialisée. Elle a pour mission la fouille et l'exploitation de caches difficilement détectables et potentiellement piégées, ainsi que l'action sous menace et risques explosifs élevés en milieu périlleux et difficile d'accès. Une section est actuellement déployée au sein de l'opération Harpie pour la lutte contre l'orpaillage en Guyane. Les robots, tels que celui qui évolue devant vous,
permettent de disposer ponctuellement d'un moyen d'observer tout en étant protégés. Ils peuvent déceler, neutraliser et détruire les engins explosifs. Ils sont également capables de cartographier les milieux suburbains, de reconnaître un site de franchissement et de contribuer à la sauvegarde et protection d'un élément isolé.